les pays les plus industrialisés, les plus en pointe au niveau des sciences et techniques, sont les pays qui sont frappés le plus par les maladies de civilisation. C'est compliqué de faire autrement que de passer 7 minutes en moyenne générale de consultation. L'expérimentateur modifie l'expérience. C'est-à-dire que la conscience modifie le réel. Alors ça, c'était une claque. Franck Gigon, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de t'avoir avec moi sur ce plateau. Ça fait pas mal d'années qu'on se connaît, que tu collabores avec Pure Santé de différentes manières. Franck, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu as un parcours assez exceptionnel dans le monde de la santé. Tu es médecin spécialisé en médecine intégrative, en micronutrition, en phytothérapie, que tu as d'ailleurs enseigné pendant, je crois, une douzaine d'années en fac de médecine à Paris. Oui. Et puis, depuis quelques temps, tu explores aussi d'autres voies. On va en reparler durant cet entretien. Mais avant, est-ce que tu peux me dire un petit peu qu'est-ce qui t'a ouvert justement à toutes ces approches quand tu es sorti de tes études de médecine avec un bagage plutôt, on va dire, conventionnel? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller plus loin que ça? Alors ça, c'est une excellente question qui est liée au fait que quand j'étais étudiant en médecine, on était une bande de copains. Et on adorait explorer les chemins de traverse. Donc très tôt, pendant les études de médecine, on s'est formé à l'acupuncture, que j'ai jamais pratiqué, mais au moins je sais comment ça marche. À l'ostéopathie, que j'ai jamais pratiqué, mais je sais comment ça marche. Et je suis tombé finalement sur une discipline comme Obélix dans la marmite des plantes médicinales, à la sortie de mes études de médecine. Et c'était donc un diplôme universitaire de phytoaromathérapie. Et là, j'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et parce qu'en fait, la question que je me posais pour répondre exactement à ta question, en sortant de mes études de médecine, c'était est-ce qu'on peut vraiment soigner une personne avec le paradigme dominant qui est point de salut en dehors des médicaments et de la chirurgie? Bon, la chirurgie, ça ne pose pas de question, mais les médicaments, je m'en posais un petit peu. Parce que moi, j'ai fini comme médecin omnipraticien généraliste et je n'étais pas chirurgien. Et donc, je n'ai eu de cesse que de regarder à droite, à gauche, s'il y avait des publications, des choses sérieuses sur ce qu'on appelle les solutions non médicamenteuses. Et donc, au fur et à mesure que je progressais, alors j'étais un remplaçant en médecine générale pendant longtemps, parce que j'ai dû remplacer pendant 10-12 ans. Je ne trouvais pas ma place. Bon, j'ai essayé différents modes d'exercice, rural, semi-rural, urbain, etc. Et je me suis dit, j'ai compris ce que je ne veux pas faire, déjà, ce qui était pas mal. Pourquoi ? Parce que le mode d'exercice de chaque médecin que je remplaçais ne me convenait pas, mais c'était bien parce que moi, à la fin du remplacement, je partais. Et le médecin marque de sa profonde empreinte la façon dont il travaille et on a ce qu'on dit, on a la patientèle qui nous mérite, donc qui nous ressemble. Au-delà de ça, je me suis dit, le temps de passer en consultation n'était pas assez long, mais ça c'est lié à la charge administrative de tous les médecins en France. Et avec le revenu qu'on sait le montant, la tarification de la sécurité sociale, je me suis dit, c'est compliqué de faire autrement que de passer 7 minutes en moyenne générale de consultation. Alors quand je dis ça, il y a des médecins qui passent 1h30 quand c'est de la psychologie ou quand il y a des problèmes, et puis ils vont très très vite pour d'autres soins. Mais c'est vrai qu'on a du mal à interagir avec un patient de façon convenable, je dirais, pour établir une anamnèse, c'est-à-dire un questionnaire fouillé, et puis pouvoir aller au fond des choses avec un patient. Et au-delà de ça, j'étais un peu insatisfait du bagage que j'avais, parce que je me disais, bon sang de bois, mais est-ce qu'il n'y a que les médicaments qui agissent? Et j'avais divisé en fait les problèmes auxquels j'étais confronté en 3 niveaux. Premier niveau, la bobologie, les petits symptômes. Bon, dans la vie courante, réponse médicamenteuse. Une deuxième qui ne souffrait aucune, comment dirais-je, explication, c'était la médecine d'urgence. On n'a pas à discuter, c'est protocolaire, on sauve des vies. Je pense que c'est une des plus belles médecines puisque les personnes sont en pronostic vital engagé. Et là, on y va, on applique un protocole. Donc là, on a beau arriver avec des fleurs de bac, c'est criminel. Et puis, il y a un troisième volet qui m'intéressait plus parce que c'était le milieu, enfin les cas auxquels j'étais le plus confronté, c'est ce qu'on appelle les maladies chroniques, qu'on appelle maintenant les maladies dites de civilisation.
Et là, quand on donne des médicaments, eh bien, le bénéfice-risque du médicament peut s'inverser à la longue. On peut avoir un effet d'échappement, on peut avoir des effets secondaires qui apparaissent. Alors parfois, ça se passe bien, il ne faut pas dire le contraire. Mais globalement, la réponse est, pour moi, je parle pour moi, était plutôt insatisfaisante. Donc je me disais, mais il n'y a pas quelque chose peut-être à faire de plus, etc. Alors, en ce qui concerne la bobologie, je m'étonnais aussi que, au lieu de prendre une tisane de graines de cumin ou d'anis étoilé pour des spasmes digestifs, on en prenait une molécule comme le spasfon. Parce qu'en fait, on avait perdu cette notion de la qualité des plantes médicinales qui pourtant nous accompagnait depuis les temps jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça, on l'avait un petit peu oublié. Donc l'industrie du médicament avait bien travaillé. Et donc, je me suis penché de plus en plus vers ce qu'on appelle, et je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, la médecine intégrative et fonctionnelle, c'est-à-dire étudier au plus près le mécanisme physiologique de la cellule, puis des cellules. Comment ça se passe? Donc, je me suis replongé dans la physiologie, en fait. Et là, c'est tout un pan nouveau qui s'est ouvert pour moi et dans lequel je me suis régalé et j'ai essayé d'en faire profiter mes patients. Je vous interromps un instant, je suis désolé, moi aussi je déteste les publicités, mais là je pense que c'est vraiment important de vous dire que cette vidéo, c'est une vidéo qui est extraite d'une interview beaucoup plus longue que vous pouvez retrouver gratuitement sur notre plateforme Masterclass Pure Santé. Si ça vous intéresse, vous avez un lien, vous pouvez découvrir pendant 7 jours gratuitement toutes les vidéos, les formations, tout ce qui se trouve sur cette plateforme. Voilà, je vous embête pas plus et on reprend tout de suite. Tu as fait ça pendant pas mal d'années, hein. Je pense que tu étais même un des pionniers en France dans ce genre d'approche, parce qu'on n'en parlait pas beaucoup à l'époque quand tu as commencé à travailler là-dessus. Pour être honnête, il y avait des pionniers avant moi, mais qui étaient déjà des médecins qui faisaient le pas de côté, c'était des grands homéopathes. J'ai rencontré les gens qui ont inventé, entre guillemets, le mot micronutrition, on appelait ça médecine orthomoléculaire. Après, on a dit physionutrition, après on a dit... ça revêtissait des noms un peu différents, mais globalement, on faisait la même chose. Et c'était aussi une approche un peu holistique, un peu globale, qui était en dehors, finalement, du champ qu'on nous proposait et qui a été de plus en plus régentée avec des recommandations médicales opposables, avec un cahier des charges, avec tant de biologie à prescrire par an. Donc très, très vite, j'ai fait quelque chose qui était, il y a une trentaine d'années, je me suis déconventionné. Parce que je voulais prendre les gens longtemps. Et puis je me suis dit, advienne que pourra. Alors on m'a dit, mais tu vas voir que des gens qui sont fortunés, etc. Et en fait, je voyais les gens 1 à 2 fois par an. Et parfois, c'était la femme de ménage du coin et qui était très contente. Et j'étais un complément à son médecin généraliste. Il y en a qui m'ont pris comme médecin traitant d'ailleurs, qui ne voulaient pas changer. J'ai dit, si vous voulez. Et voilà, donc ce n'était pas une question finalement d'argent, c'est une question de relationnel et de temps investi. Et je pense que les gens ont apprécié ça. Alors, effectivement, quand j'ai fait ça, il n'y avait que 200 médecins non conventionnés en France. Maintenant, je sais que depuis le Covid, il y en a plusieurs milliers qui ont basculé pour avoir cette souplesse de pouvoir mener leur consultation un peu comme ils le veulent et ne pas être... nomenclaturé, et j'allais dire fliqué par des recommandations. En même temps, c'est pas des ésotériques, ils font très très bien leur boulot, ils ont fait des études de médecine qui sont validées. Ce sont des gens qui sont extrêmement actualisés au niveau de leurs connaissances. Ils ont des connaissances de physiologie que moi je n'ai même pas apprises à la faculté de médecine, non pas parce que ça n'existait pas, mais parce qu'on est passé dessus pour passer très très rapidement au règne du tout médicament, parce que c'était la molécule princeps qu'il fallait mettre en avant et parce que c'était ce qu'on avait juste la possibilité de faire aussi. Voilà. D'une manière générale, tu penses que les médecins devraient davantage se questionner sur les traitements, les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien, lire plus les études aussi? Alors c'est compliqué parce que déjà on n'est pas formé pour lire les études, on n'a pas de temps. Donc c'est vrai que la seule information ou le peu d'informations dont ils disposent sur l'évolution des connaissances, elle est préparée par Big Pharma en partie, ou alors des instances qui ont une influence, qui sont influencées aussi par ces grands mouvements. Bon, je ne vais pas faire de complotisme ni quoi que ce soit, mais en gros, il y a quand même une prégnance importante
qui va faire... Moi, alors, juste une anecdote. J'étais abonné très tôt, sans que je l'ai décidé, à une revue qui s'appelait le Q du médecin, le quotidien du médecin. Et ce que je m'amusais à regarder, c'était les publicités pour les médicaments à l'intérieur. Et il y en avait une toutes les 3 pages, en pleine page. Et je me suis dit, est-ce que c'est de l'influence implicite ou pas? Je me suis dit, non, on est maître de sa prescription, ça pose pas de problème. Et puis au fur et à mesure des années, c'était presque toutes les pages, quoi. Donc je me suis dit, s'ils font ça, c'est qu'il doit y avoir quand même une forme d'influence. Et puis, comme tout le monde, j'ai eu... ça n'existe plus maintenant. Mais la mode des visiteuses médicales, fort sympathiques et parfois jolies, souvent jolies, qui venaient nous voir et en nous disant, docteur, nous avons un nouveau médicament à vous proposer. Est-ce que vous voulez en parler? Donc, il y avait des échanges cordiaux. Et je sais que par des relations, que c'était des échanges qui étaient plus aussi parfois financiers, enfin, monnayés par le fait que c'était des week-ends de golf ou des choses comme ça. Donc ça, moi, j'ai connu toute cette période. Heureusement, ça n'existe plus. Je crois que c'est la loi Sapin qui est passée par là, heureusement. Mais on était sous haute influence. Et je me demande encore si on ne l'est pas toujours, finalement, D'une autre par manière. différents biais, par la publication d'articles, etc. Enfin, tout ça pour dire que c'est compliqué pour un médecin d'acquérir des connaissances et de s'actualiser avec des connaissances de façon permanente, avec comment dirais-je, une information éclairée et neutre. C'est compliqué. D'ailleurs, il faut du temps. Le temps, on lui a grignoté parce qu'il y a une grosse partie de sa journée qui passe en administratif. Donc, après, il s'en remet finalement à ce qu'on lui propose et qui est déjà tout fait. Et peut-être que là, si je peux émettre une critique, c'est qu'il a justement pas assez d'esprit critique parce qu'il devrait regarder ce qui tombe et par qui c'est fait. Et là, parfois, on peut tomber du haut de sa chaise. Il ne faut pas non plus voir le diable partout, hein, c'est pas l'idée. Big Pharma, c'est pas le diable, c'est pas l'idée. Ça a permis des avancées formidables, l'industrie pharmaceutique. C'est hors de question de nier cela. Mais il y a quand même une influence manifeste. Et encore une fois, le médicament, c'est très très bien, mais peut-être qu'on peut faire pas différemment, mais on peut avoir une action synergique avec des molécules de synthèse, quand elles sont bien sûr données avec pertinence. Et il se trouve que ça existe, ça s'appelle la médecine intégrative et fonctionnelle. Et alors, tu as pratiqué la médecine intégrative et fonctionnelle pendant de nombreuses années. Est-ce que tu as pu constater justement que d'utiliser en complément des approches plus classiques de la médecine, des huiles essentielles, de la phytothérapie, des compléments alimentaires, etc., que ça avait vraiment un impact sur les personnes qui venaient te voir? Alors oui, j'ai eu cette chance-là. Alors après, c'est pas parce que ça marche sur quelques patients qu'il faut faire des généralisations. Le gold standard en médecine, c'est l'étude en double aveugle, etc. Moi, j'ai pas fait ça au cabinet. J'ai eu des observations, des retours terrain. Et force de constater que la majorité des patients que je suivais, alors ils avaient parfois un traitement dit conventionnel. Hein. Ils étaient peut-être passés par la chirurgie, peut-être qu'ils avaient encore des médicaments. Parfois, moi, je prescris des médicaments, bien sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que l'accompagnement intégratif et fonctionnel tel qu'on le propose de façon générale, on pourra peut-être définir un petit peu ce que c'est, optimisait le soin conventionnel. J'allais dire un mot un peu fort, le magnifiait peut-être aussi. En tout cas, permettait de traverser avec moins d'encombre cette période transitoire ou longue que peut être une maladie chronique, puisque c'est ça dont on parle de façon majoritaire. Donc, par maladie chronique, tu entends toutes ces maladies de civilisation comme le diabète, les cancers, l'arthrose, etc., etc. Ben, si on prend un peu de recul, moi j'essaye toujours d'en prendre un peu, peut-être un peu trop souvent d'ailleurs, mais si on prend un peu de recul, les pays les plus industrialisés, les plus en pointe au niveau des sciences et techniques, sont les pays qui sont frappés le plus par les maladies de civilisation, et on peut parler même d'épidémie. On peut parler d'épidémie de diabète et d'obésité. Un enfant sur 2 ou sur 3 aux États-Unis sera obèse ou diabète, et quand c'est les deux, c'est une épidémie de diabésité. On a une explosion de la prévalence du spectre autistique, donc c'est sans précédent.
On a une augmentation très importante de la maladie cancéreuse. Alors peut-être qu'on sait de mieux en mieux la soigner, mais il y en a de plus en plus. Notamment, là, j'ai vu les chiffres sur le cancer du pancréas, c'est quand même affolant. Cancer du sein, on est toujours à 70 000 nouveaux cas par an chez la femme. Donc l'obésité et le diabète, ce n'était pas qu'aux États-Unis, hein. On a toujours 15 ans de retard, mais là, c'est arrivé chez nous et on a du diabète juvénile, alors qu'il y a 30 ans, c'était des cas rares, voire exceptionnels. Nous avons des maladies auto-immunes qui ont augmenté de façon croissante. Nous avons les maladies dites neurodégénératives qui sont aussi en courbe ascendante. Alors, les maladies cardiovasculaires, est-ce qu'on les maintient avec les médicaments? Ça, c'est une vraie question. La réponse n'est pas tranchée. On a peut-être stabilisé, mais on a toujours autant, voire sinon plus, de maladies cardiovasculaires. Là, on a été très fort sur la mortalité. Pas de souci là-dessus. Donc, quand quelqu'un fait une crise de douleur thoracique, peut-être qu'il y a encore 30 ou 40 ans, on avait 8 chances sur 10 d'y rester. Maintenant, c'est l'inverse. Donc, bravo. Et c'est pour ça que je trouve que la médecine d'urgence et la chirurgie, ce sont des médecines encore nobles. L'autre un petit peu moins parce qu'on s'est un petit peu reposé sur ses acquis. Donc en fait, on a un paradoxe dans nos pays occidentaux qui sont très développés du point de vue technique et du degré de médecine. C'est là où il y a le plus de maladies de civilisation. Donc ça veut dire que c'est environnemental. Dans l'environnemental, on peut entendre deux choses. Si tu me permets l'expression, il y a l'environnement intérieur, c'est-à-dire la gestion des émotions, le stress, pas aigu, le stress chronique. Ça, c'est un mal de nos sociétés modernes. Et il y a l'impact de l'environnement. Donc, c'est un pléonasme, mais l'environnement extérieur. Mais c'est-à-dire qu'on a des stimulations par des pollutions diverses et variées. Donc, évidemment, le premier levier important de la pression environnementale, c'est l'alimentation. Même peut-être avant, c'est la qualité de l'air qu'on respire. Après, évidemment, dans l'alimentation, il y a quelque chose qui s'est passé après les deux dernières guerres mondiales. Il y a eu un changement de la pyramide alimentaire des Occidentaux. Après, on pourra expliquer ce qui s'est passé en précision. On a inversé pas mal de choses et on vit avec ça. On a accès à plein d'aliments en toute saison, etc. Et en fait, c'est un bouleversement biochimique sans précédent par rapport à notre génétique qui ne s'est pas modifiée depuis peut-être des centaines de milliers d'années. Il y a une stabilité génétique importante. En revanche, on ne parle jamais d'épigénétique, enfin si on commence à en parler, c'est qu'on ne peut pas changer ce que l'on a hérité de notre papa et de notre maman, c'est-à-dire le matériel génétique, hein, c'est gravé dans le marbre. On a hérité pour moitié de papa et de maman d'un matériel génétique, ça c'est sûr, c'est gravé dans le marbre, mais par contre on peut moduler l'expression de ce génome. Et moduler l'expression de ce génome, ça s'appelle l'épigénétique. Épi, ça veut dire au-dessus. Et qu'est-ce qui module l'épigénétique? Eh bien, c'est ce qui se passe dans notre boîte crânienne au niveau émotionnel. Donc ça peut être aussi social, c'est notre relation à l'autre. Est-ce qu'on en a, est-ce qu'on n'en a pas assez, est-ce que c'est de qualité? Ça peut être notre sommeil, ça peut être le stress, mais après ça va être des choses comme le manque d'exercice physique. Je ne parle pas de sport, hein, je parle de manque d'exercice physique. Donc la sédentarité est associée, qui n'est pas le manque d'exercice physique. Évidemment, il y a l'alimentation. Et puis, voilà, tout ça, on a montré que ça éteignait ou ça excitait des gènes par centaines ou par milliers. C'est prouvé, on a des publications. Et ça, c'est quelque chose que moi qui m'a... Et c'est ce qu'on appelle la révolution épigénétique, hein, c'est peut-être la révolution la plus importante de ces 10-15 dernières années. Mais je trouve qu'on n'a pas eu de répercussions pratico-pratiques en application dans la vie de tous les jours en médecine. Alors, on dit, oui, il faut faire un peu d'activité physique, oui, il faut manger mieux. On ne dit pas comment, pas trop. Oui, il faudrait être moins stressé. Hein, OK. Et quand on mesure les effets de ces différents impacts sur la santé, c'est monumental. Par exemple, le stress chronique, c'est un des facteurs de risque cardiovasculaire les plus importants. Le manque de sommeil aussi. L'apnée du sommeil, qui commence à aussi être galopante, en fait partie. Bon, ben, tout ça, il faudrait qu'on soit au courant. Alors peut-être que les médecins conventionnels sont au courant,
Et après, ça veut dire qu'il faut faire des consultations un petit peu plus longues. Et alors, on peut répéter les consultations pour pouvoir cerner le problème, mais c'est un peu plus compliqué. Peut-être qu'il faudrait inventer par la sécurité sociale des consultations plus longues, plus remboursables, en tout cas en premier entretien. Ce qui serait, voilà. En tout cas, nous avons un paradoxe dans nos sociétés modernes, c'est qu'on est au top du progrès, enfin soi-disant, et on a un problème statistique avec ces maladies chroniques que l'on sait peut-être de mieux en mieux soigner, en tout cas tempérer. Peut-être qu'on les chronicise. J'ai entendu un cancérologue sur les ondes qui disait on aura, comment dirais-je, triomphé du cancer quand on l'aura chronicisé. En gros, on ne mourra plus du cancer, on vivra avec comme une maladie chronique. Donc c'est une vue qui n'est pas inintéressante. Après, il faudrait peut-être se dire, et si on se posait la question de pourquoi c'est arrivé? Ah, mais c'est multifactoriel, on ne peut pas s'occuper de tous les facteurs. Ben, peut-être que si, quand même. Donc voilà, c'est des petites questions que je me suis posées à mon humble échelle. Je ne suis pas le seul, évidemment. Et c'est pour ça que la médecine intégrative et fonctionnelle, elle est née chez les anglo-saxons, ce qui ne m'étonne pas, parce qu'ils sont capables du pire et du meilleur, mais ils ont un degré d'ouverture que je trouve en France, nous n'avons pas encore. Alors, tout ça, c'est intéressant, c'est passionnant même. Mais on reste voilà, encore dans une vision très physiologique de l'humain. Cependant, récemment, tu t'intéresses à l'humain de façon encore plus globale, j'ai envie de dire, parce que la médecine intégrative, c'est déjà une approche très globale, très holistique de l'être humain et de la santé. Voilà, si je ne me trompe pas, d'ailleurs, tu as signé il y a quelques années le manifeste pour une science post-matérialiste qui a été lancé par plusieurs scientifiques américains, notamment Mario Beauregard, qui est venu d'ailleurs sur ce plateau il y a quelques temps. Et qu'est-ce que ça veut dire, une science post-matérialiste, et qu'est-ce que ça veut dire surtout dans le cadre de la santé? Alors, je suis démasqué. Bon. Il faut peut-être revenir à la définition du matérialisme. Bon, alors le matérialisme, ça veut dire qu'on doit passer tout au tamis de la science et tout doit être réduit à l'état de preuve expérimentale qui se répète. Bon, jusque-là, on pourrait dire c'est pas mal. Et donc, si on réduit, ce qui est normal hein, quand on veut comprendre, par exemple, un être dans sa complexité, on va avoir tendance à le diviser. Donc, c'est pas diviser pour mieux régner, mais c'est pour mieux comprendre. Donc, on va le réduire en petites unités. Et plus on réduit en petites unités, donc par exemple, un tissu, on va le réduire en molécules, en acides aminés, en lipides, etc. Et il y a une image qui me vient à l'esprit soudainement, parce que c'est un livre que j'avais lu. C'est comme si vous preniez un singe, je suis désolé pour le singe, mort, on le met dans un mixeur, on fait du jus de singe, et après on va analyser tous les ingrédients. Et après, une fois qu'on a détaillé tous les ingrédients, on va dire « j'ai compris le singe, je sais comment il fonctionne ». Ben, la science, elle en est là. C'est-à-dire qu'on est dans le réductionnisme absolu. C'est-à-dire qu'il y a une phrase qui est connue hein, qui dit que la somme des parties n'est pas égale au tout, mais on est vraiment là-dedans. Alors, ça a un intérêt, c'est qu'effectivement, on peut reproduire des effets, on peut les mesurer, on peut donc argumenter dessus, on peut donc avoir après des consensus. Le problème, c'est que ça manque cruellement de sens, donc on a le comment, mais on n'a pas le pourquoi. Et la science est plutôt là-dedans. Donc, la science principalement est là-dedans. On n'a plus de science qui va dans l'explication des choses. On va dans une science qui est descriptive et qui réduit tout à l'état de phénomènes en partie, donc que ce soit des phénomènes de cause et effet, que ce soit même les forces en présence, ou que ce soit tout simplement la matière. Et ça, c'est problématique. Donc ça, c'est le matérialisme réductionniste qui habite la pensée occidentale, scientifique, et qui est devenue la pensée mainstream. Et si vous sortez de la ligne, vous n'êtes plus scientifique. Vous n'avez plus une pensée scientifique. Alors en quoi cette pensée, elle ne suffit plus aujourd'hui pour expliquer le monde et l'humain? Là, c'est une question philosophique importante.
À mon sens, donc je parle pour moi-même, évidemment. C'est ce que je disais au préalable, on n'est plus dans le pourquoi, on n'est que dans le comment. Et depuis la nuit des temps, bah alors, bon, si on parle les peuples premiers qui étaient plutôt animistes, il y avait aussi le chamanisme. Bon, bah là, tout était esprit. OK. Ensuite, on a eu des civilisations qui sont apparues premier millénaire avant Jésus-Christ, d'ailleurs subitement. Ça a été décrit comme un axe du temps incroyable. Il y a eu l'hindouisme qui est arrivé en même temps que le taoïsme, le confucianisme, que les philosophes. Il y a un philosophe, dont j'ai oublié le nom, qui a très bien décrit ça. Alors pourquoi ça a surgi d'un seul coup? Parce qu'on était civilisé peut-être. Mais dans cette civilisation, on avait la quête du sens. Donc on est passé d'une sphère des esprits à une sphère des principes. Donc on étudiait bien sûr le rationalisme, mais aussi l'éthique, bien d'autres choses. Et puis ensuite, il y a eu le monde du Moyen Âge qui est arrivé, et la science a été au service de Dieu, encadrée par la foi. Donc il y avait il y avait 1 à 2% de la population qui était lettrée, et c'était des clergés, pour la plupart. Donc ils servaient d'intercesseurs entre le Tout-Puissant et le petit peuple. Et donc là, il y avait de la science, mais encadrée par la foi. Alors celui qui a tout brisé, on en est fier pour les Français, c'est Descartes, en 1637, avec Je pense donc je suis. Donc c'est plus Dieu dit, c'est je dis. Donc on sépare la matière et la pensée, on sépare l'objectif du subjectif, on sépare le rationnel de l'irrationnel. Et ça a été un bouleversement majeur dans l'ontologie et l'épistémologie. C'est-à-dire qu'après, tout s'est aligné. La politique, toutes les autres sciences, même les sciences molles se sont alignées dessus. Et ça a créé du progrès incroyable. Il ne faut pas le nier. C'est pour ça qu'on peut aujourd'hui se parler entre nous, bénéficier de belles choses avec des progrès techniques. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et après, il y a eu le fameux siècle des Lumières, qui au passage en a beaucoup éteinte, comme dit un copain que j'aime bien, parce qu'effectivement, il fallait tout expliquer par la raison. Le reste, c'était obscurantisme. Et tout cela a préparé le bon matelas pour le matérialisme réductionniste du 19e et du 20e siècle, qui est arrivé avec les découvertes exceptionnelles sur le génome, Watson et Crick qui ont eu le prix Nobel. Et puis ensuite, on a, quelques dizaines d'années après, commencé à couper le cerveau en tranches avec des appareils d'imagerie très performants, scanner, IRM. On a commencé à associer à la pensée des zones du cerveau, ce qu'on appelle les IRM fonctionnels, en disant « Ah ben là, c'est la peur, là, c'est la mémoire, là, c'est ceci, là, c'est cela », même la motricité. Donc on a décrit une topographie, une carte du cerveau, en disant « Ben c'est bon ». Le cerveau produit la conscience, comme le foie sécrète les bile. Et là, c'est une notion de ce que j'appellerais de carte et de territoire, qui est chère à des philosophes. Donc, en fait, quand on appelle ça les corrélats neuronaux. Corrélats, c'est les associations entre ce que l'on observe à l'imagerie et l'activité qui est exprimée au niveau de la conscience. Les corrélats neuronaux, sont directement issus de la pensée cartésienne, qui, je rappelle, lui, était déiste quand même, croyant en Dieu. Et donc, pour les personnes, et il y a beaucoup de neurologues que je respecte, qui ont cette attitude, qui disent que le cerveau produit la conscience, mais c'est un postulat. Corrélat n'est pas causalité. Corrélation n'est pas causalité. Et c'est un postulat que tout le monde a absorbé et répète à l'envi. Sauf qu'il y a eu une brèche au début du XXe siècle, une fracture qui s'appelle la physique quantique. On l'appelle aussi la mécanique quantique, mais elle n'a pas beaucoup de mécanique en fait, en elle. Et donc ça c'est venu mettre un énorme grain de sable dans la pensée matérialiste. Parce qu'en fait, dans la pensée matérialiste, tout s'explique, tout se sépare, tout se mesure. Et là, la mesure était folle. C'est-à-dire que l'observateur modifiait l'expérience.
Le simple fait, c'est les fameuses expériences des fentes de Jung, l'expérimentateur modifie l'expérience. C'est-à-dire que la conscience modifie le réel. Alors ça, c'était une claque. On peut déprimer notre système immunitaire, par exemple, si on est nous-mêmes déprimés. Et si on est dans la joie, dans l'enthousiasme, dans l'amour, nous allons booster notre système immunitaire. Tout ça, c'est publié depuis des dizaines et des dizaines d'années. On a remarqué que quand une mère allaitait son enfant, le rythme des ondes du cerveau électromagnétique était en phase avec l'activité cardiaque de l'enfant, souvent quand elle allaitait. Encore plus extraordinaire, on met la maman de l'autre côté d'un mur, il y a un alignement qui peut se faire. Eh bien, on a découvert que la lumière nourrissait nos cellules via les mitochondries.